Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les éditions nouvelles du champ lacanien, édition de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, nous invitent donc aujourd'hui à nous réunir autour du verbe écrire. Écrire est au cœur de ce qui anime une maison d'édition. L'éditeur, celui qui prend soin des écrits. Premier lecteur, il est le maillon d'une chaîne qui lie un auteur à une pluralité de lecteurs. Et cela concerne la psychanalyse. Car c'est en partie de ce qui s'écrit qu'elle se transmet, que peut se transmettre son histoire, ses élaborations théoriques et ce que sa pratique apprend. Freud, grand lecteur, a suivi un chemin fait d'aller-retour entre lire et écrire. Lisant, il s'entoura de Goethe, Shakespeare, Dante, Zola, bien d'autres, et se livra à une écriture d'auto-analyse et théorique. Quelle que soit la nature des écrits, un point commun. Il n'y a pas d'écriture sans adresse. Qu'elle soit de correspondance, et là aussi, pensons aux lettres que Freud adressa et échangea avec ses fidèles destinataires, ou qu'elle soit destinée à un public plus élargi, ce que rend possible le travail de l'édition, justement, appelant de nouveaux curieux à lire ce qui s'écrit. La question « Pourquoi j'écris ?» interroge nombre d'écrivains et nous en avons régulièrement témoignage. D'où viendrait ce désir d'écrire ? Certains partagent leurs réponses. J'en ai choisi 3 brèves. Parce que j'ai lu, a énoncé Roland Barthes. Pour venger ma race, dit Annie Ernaux. Pour une intention politique, affirma George Orwell. Des mots travaillés pour approcher ce qui pousse à l'acte d'écrire. On voit bien qu'avec ce titre, écrire, il y a à dire, et c'est peut-être bien nos curiosités respectives qui nous réunissent aujourd'hui pour un très riche programme que je vais vous présenter. En effet, les éditions nouvelles du champ lacanien, fidèles à ce qui définit le champ lacanien et son aventure à rencontrer d'autres champs que celui de la psychanalyse, invitent 2 femmes qui écrivent pour le cinéma et pour l'histoire. Nous aurons le plaisir d'entendre Nicole Garcia. Qu'est-ce qu'écrire pour le cinéma ? D'écrire pour et avec des images. Marie-Josée Latour aura la joie de s'entretenir avec elle tout à l'heure. Puis, professeure émérite d'histoire, elle a mis en lumière l'histoire des femmes. Michel Perrault sera aussi avec nous au début d'après-midi pour une conversation des plus amicales avec Marc Strauss. Et pour le champ analytique, qu'est-ce que d'écrire pour la psychanalyse ? Qu'est-ce que ce geste d'écrire et de publier pour un analyste une fois qu'il n'est plus à sa pratique avec des analysants ? 4 psychanalystes, 4 plumes de la psychanalyse, ont accepté de partager leurs réflexions. Martine Ménez et Éric Porge s'entretiendront cet après-midi et Frédéric Pellion nous les présentera le moment venu. Pour commencer, c'est Colette Solaire et Alain Magnier qui vont nous faire entrer dans le vif du sujet. Alors Alain Magnier, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes psychanalyste à Paris, professeur d'université, membre de l'Espace Analytique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, articles et contributions. Alors, comme pour Colette Solaire, il a fallu choisir des titres. Alors, je cite notamment Lacan, aux éditions Belles Lettres, La psychanalyse et les mondes contemporains, ou encore une introduction à la psychanalyse. Pour aujourd'hui, vous avez choisi comme titre « Pourquoi écrire ?» Je vous passe la parole. Merci. Merci donc aux éditions nouvelles du champ lacanien et surtout merci à Colette pour cette très gentille invitation. Dans le même temps où Colette me proposait de venir parler, elle me demandait un titre. Sachant absolument pas de quoi j'allais parler, je donnais un titre qui me passait par la tête. Pourquoi écrire ? Et puis je me suis vite aperçu que ce titre n'était pas venu tout à fait par hasard. Dans un coin, chez moi, dormait un livre plus ou moins oublié, pourtant acquis récemment, c'est pas pour rien que je l'avais oublié, qui est un ouvrage de Philippe Roth qui porte ce titre,
Pourquoi écrire ? Un ouvrage que je n'avais pas encore lu. La date de lecture. Vous savez, ces livres qu'on se procure, on les met dans un coin en se disant « je le lirai prochainement ». Du coup, je l'ai ouvert et j'y ai trouvé une remarque. Il indique combien est différent pour lui ce qu'il appelle écrire pour être lu et écrire pour un public. Il dit que ce sont deux choses différentes. Écrire pour le public, si le public est, je le cite, une catégorie de lecteurs qu'on peut définir par son éducation, sa religion, ses tendances politiques ou même ses goûts littéraires, je n'écris pas pour eux. Bref, pas pour des autres moi-même. Par contre, écrire pour être lu, dit-il, ne convoque pas un public particulier dont il partagerait ou rejetterait les croyances ou les exigences. C'est une famille de lecteurs idéale qui lui apporte toute sa sensibilité en échange de son sérieux. C'est-à-dire agencer une certaine relation à l'autre, un autre à qui il fait signe. Il rejoint par exemple Novalis, pour qui le public est une personne intéressante, variée, nombreuse et vaste à l'infini, une personne mystérieuse, de valeur infinie, l'attrait foncier absolu de l'écrivain. Ce qui rejoint le pour être lu de Philippe Roth. Je reviens à Novalis, pas par hasard, parce que ce sont mes intérêts de jeunesse, ça fait l'objet d'un des premiers trucs que j'ai écrit il y a plus de 40 ans. Enfin, bref. C'est un auteur que j'ai pas mal fréquenté. J'y reviens aussi parce qu'il est aussi paradoxalement un des points d'origine, avec tout le groupe de l'Athénéum, l'un des points d'origine de la psychanalyse. Ce cercle d'Iéna, il faut le rappeler, s'est constitué comme l'ombre portée des Lumières, et j'ai toujours été sensible à ce que Lacan disait sur le 4e de couverture des écrits, à savoir que s'y poursuivait le débat des Lumières, c'est-à-dire les Lumières en n'omettant pas ce qu'elles écartaient pour se constituer. Lacan aussi listait les différentes manières d'écrire pour la psychanalyse. Il distingue écrire pour trouver quelque chose, car, dit-il, il trouve en écrivant. Écrire pour s'épargner la fatigue ou le risque de l'improvisation quand il fait séminaire. Or, on sait qu'il ne suivait pas nécessairement les notes qu'il avait prises pour le préparer. Écrire pour l'impression, qui n'est pas fait pour être lu, a-t-il pu dire. Enfin, il faut nuancer d'ailleurs ce dernier propos, parce qu'il pourra dire l'année même où il écrivit l'introduction à l'édition allemande du premier tome des écrits, il dit « Les lecteurs allemands n'y comprendront rien, mais pourquoi pas, ce sera là, ça fera son chemin. » À ce propos, j'ai le souvenir, chez les Manoni, d'un document, je crois qu'il était même encadré et mis sous verre. C'était la première page des épreuves des conclusions du congrès Enfants aliénés en 67, corrigé par Lacan. Il y avait, sur ces épreuves, quand je dis une correction par mot, quand ce n'était pas deux corrections, une correction sur la correction que Lacan avait une première fois apportée. C'était même impressionnant. Certes, il a pu parler de cette manière de faire à d'autres occasions, en évoquant les articles qu'il a pu écrire, en particulier pour la revue La Psychanalyse, et qui sont dans les écrits. Donc, même si dans ce dernier cas, l'écrit pour la publication, c'est pas à lire, ça fera son chemin. Lacan a situé le psychanalyste comme lecteur, celui qui lit ce qui est déjà écrit. Après tout, ce n'est jamais que la thèse avec laquelle Freud fonde la psychanalyse. Le rêve est une écriture qu'il convient de lire, de déchiffrer. Mais si on suit la thèse, c'est mon cas, d'Octave Manoni, qui souligne que la psychanalyse est fondée, disait-il, sur deux piliers distincts. D'un côté, la trame de Jung, et de l'autre, les 3 essais sur la théorie sexuelle. On constate que dans ces 3 essais, il n'est nulle part question de lecture, de déchiffrage, il n'y est pas question d'écriture, et il n'est pas question d'interprétation. Le mot n'y apparaît nulle part. On sait d'ailleurs qu'à la différence de l'interprétation des rêves, écrite très rapidement, l'écriture des 3 essais a été très très difficile pour Freud. Le livre est annoncé pratiquement au moment de la publication de l'interprétation des rêves,
mais il ne paraîtra que 5 ans après, et il s'affronte à de très grandes difficultés d'écriture, une intense résistance, au point qu'il devra travailler en même temps un autre ouvrage, Le mot d'esprit, sur 2 bureaux distincts. C'est la seule fois où ça lui est arrivé. De plus, la première publication des 3 essais ne sera qu'une étape dans cette entreprise de rédaction, puisque c'est un ouvrage que Freud augmentera tellement que, en plus une sorte de réécriture ou d'addition tous les 5 ans, jusqu'en 1924, et entre l'édition de 1905 et celle de 1924, le volume a plus que doublé. On se souviendra que Freud mettait au compte des difficultés à écrire le lien à une jouissance, ou au contraire, ce qui vérifie l'hypothèse, une écriture spécialement aisée quand c'est la parole qui est empêchée, comme dans l'aphonie de Dora, ou dans le mutisme des hystériques rencontrés en particulier chez Charcot. Donc, il y a ce qui est écrit et qui est à lire, il y a ce qui est écrit et qui n'est pas à lire. Radicalement, on peut songer à ce qu'on appelle le mémorial de Pascal, cousu dans la doublure de ses vêtements. Vous savez chaque fois qu'il changeait de vêtement, il le faisait recoudre dans la doublure du vêtement suivant. Mais pour autant, ça ne l'a pas empêché de parler aussitôt de son expérience de la dite nuit de feu à sa sœur et à un prêtre. Et puis, il y a ce qui ne s'est pas écrit ou qui n'a pas pu s'écrire. Tous écrire, on fait ça sans arrêt. Les psychanalystes, bien sûr, mais tout le monde écrit. La liste des courses, jusqu'aux diverses notes qu'on peut prendre, ainsi sur les séances de nos patients, voire à l'occasion de lectures, de promenades, que sais-je. Autre chose est d'écrire pour la psychanalyse, c'est-à-dire avec sans doute, au départ, l'alibi d'une certaine ambition de transmettre, mais peut-être pas seulement. Pour ma part, si j'ai publié beaucoup d'articles et peu d'ouvrages, c'est que le pas de la publication n'a jamais été pour moi tout à fait décisif. Mon passage un peu fortuit et tardif au statut d'enseignant universitaire m'y a obligé. Ayant la responsabilité d'un laboratoire à l'université et devant assurer la pérennité de ce labo, je me devais d'écrire des articles puisque seules les publications d'articles sur des supports spécifiques comptaient pour l'évaluation universitaire. Les livres ne comptaient pas. Je me suis donc, pour la plupart du temps, appuyé sur une demande. Et comme dans beaucoup de cas, finalement, comme beaucoup d'entre nous, j'ai répondu à une demande. Par exemple, quand intervenant ici ou là, on me demandait de passer à la publication de l'intervention orale. Or, souvent, ce que j'avais pu prendre comme note pour écrire, pour intervenir, ne me paraissait pas apte à devoir être publié. Du coup, je devais me mettre à écrire, ce qui est autre chose que prendre des notes pour parler. On hésite sur un mot, on revient sur une tournure de phrase, on fait l'expérience que l'écriture part ou tourne autour d'un impossible à écrire, qu'elle tourne autour de ce qu'on ne peut pas écrire, de ce qui ne peut pas s'écrire, et qu'elle ne s'adresse à personne d'identifiable. Rappelez-vous, Freud a pu écrire « L'écriture est à l'origine la langue de l'absent ». Alors certes, on écrit avec l'intention affichée de transmettre, sans doute, mais transmettre quoi? Puisqu'elle est dite intransmissible, si ce n'est fondamentalement pour Lacan, par l'analyse personnelle. S'agirait-il d'essayer de transmettre le bout de réinvention de la psychanalyse à laquelle chacun est conduit par les aléas de sa pratique? Mais on écrit également, me semble-t-il, pour témoigner du mouvement infini de notre analyse, par-delà sa finitude, sans doute, mais pas seulement. Il faut bien dire que pour témoigner de ce mouvement interminable, il y en a aussi qui sont plus doués que d'autres, qu'il s'agisse de Freud, de Lacan, mais aussi de Mélanie Klein, de Winnicott, etc. Il y en a qui ont su pousser le bouchon un peu plus loin, jusqu'à toucher et travailler justement ce point aveugle,
celui qui focalise toute écriture. Car on n'a pas le même rapport à tout ce qu'on a pu écrire. Il y a dans certains cas l'écriture de quelque chose où nous tentons de cerner, d'attraper un point de butée, inattrapable autrement, qui fait que si on écrit, dit-on, pour transmettre quelque chose, c'est aussi et avant tout pour essayer d'attraper quelque chose sur soi qui ne cesse pas de se dérober. C'est sans doute pourquoi on tient plus particulièrement à certains textes qu'on a pu produire plutôt qu'à d'autres, et qu'on s'étonne parfois des retours de nos lecteurs. Mais c'est aussi pourquoi les travaux des psychanalystes pourraient se rapprocher, j'y reviens, de ce qu'on appelle les fragments, des fragments, dont le premier romantisme allemand, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ne pas cesser d'y revenir, c'est celui qui a avancé, je n'ose pas dire la main dans la main, avec les Lumières, auxquelles il s'opposait, ces fragments dont le premier romantisme allemand donc fut si friand. Le rapprochement avec la psychanalyse tient pas seulement à ce qu'ils évoquaient beaucoup, l'inconscient, qu'est-ce qui se passe au fond de moi, etc., que je n'attrape pas. Mais ils partagent avec les psychanalystes à peu près la même linguistique, c'est-à-dire le mouvement dans lequel s'inscrit Abel, qui a retenu Freud, par exemple, sur le sens antithétique des mots primitifs. Mais Novalis fait aussi l'hypothèse intéressante, pour nous, d'un nom ultime à l'origine des mots opposés. Je le cite. Toute idée a une échelle de nom. Celui qui est le plus haut est absolu et indicible. Vers le milieu de l'échelle, les noms se font plus communs pour passer finalement par-delà et devenir des noms antithétiques. Mais Novalis pouvait aussi dire, par exemple, que le livre parfait, c'est l'abécédaire. Vous voyez, le signifiant indicible, celui qui manque, la lettre, etc. Mais il peut écrire aussi, je le cite, « C'est au fond une drôle de chose de parler et d'écrire. La vraie conversation, le dialogue authentique, est un pur jeu de mots. » Il souligne d'ailleurs qu'on croit parler en fonction des choses, mais dit-il, le propre du langage, à savoir qu'il n'est tout uniment occupé que de soi-même, tous l'ignorent. Et il ajoute, ce qui n'est pas sans évoquer une certaine visée de Lacan, il en va du langage comme des formules mathématiques. Elles constituent un monde en soi pour elles seules. Elles jouent entre elles exclusivement et n'expriment rien, si ce n'est leur propre nature merveilleuse. Et il va jusqu'à s'interroger sur la fonction de l'écriture, c'est pour ça que ça m'a particulièrement retenu. Eh bien, dit-il, on écrit parce qu'il y a une Sprachtrieb, ce qu'on peut traduire par pulsion de parole, impulsion, oui, qu'il voit comme la marque de l'œuvre efficace du verbe. Et n'est-ce pas, en fin de compte, je le cite, sans que j'y fusse pour rien, ce fut de la poésie et quand même, et qu'un mystère du langage était rendu intelligible. N'est-ce pas ce mystère particulier du langage, pour chacun, que chacun, à sa mesure, n'en finit pas d'essayer de cerner. D'une certaine façon, n'attend-on pas de l'écriture qu'elle saisisse ce quelque chose pour se détacher de la parole, pour détacher quelque chose qui accompagne toute parole. On a des versions très prosaïques. Par exemple, vous êtes parasité par la pensée de diverses choses à faire. Vous les répétez. Cette pensée ne vous laisse pas en paix. Et vous n'y pensez... Voilà. Vous faites ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une to-do list. Et voilà, vous n'y pensez plus. Vous pouvez passer à autre chose, ou même apaiser, vous pouvez aller dormir. Et généralement, d'ailleurs, vous ne faites pas la to-do list, on s'en débarrasse. De même, pensez à l'importance de l'écriture à l'adolescence. N'est-ce pas une façon d'essayer de traiter ce rapport à l'objet, de se libérer autrement que par la quête de l'objet achevant, pour citer Lacan. Il y a divers modes d'écriture, en particulier l'image, puisque l'écriture est aussi l'image. Lacan le dira, l'image écrite pour lui, par exemple, c'est celle de l'œuf de la seconde topique de Freud. Mais c'est aussi bien celle du nœud broméen, ce nœud qui se noue sur l'objet petit a. Et comme il le dit, cet objet a une face aussi réelle que possible. L'objet comme bord du réel, comme l'être qui fait cet objet, voilà ce que Lacan cherchait à indiquer. Et cette écriture peut-elle se lire ? On se souviendra qu'un des grands débats de Lacan avec la question de l'écriture
touchait aux mathématiques, et qu'il a même pu dire que, puisque cette topologie des nœuds est une écriture, il souhaitait, alors qu'on aurait pu penser le contraire, puisqu'il n'était jamais passé à la topologie algébrique dans sa théorie des nœuds, il souhaitait pouvoir traiter ce qui le tracassait dans les nœuds borroméens mathématiquement. Écrire pour la psychanalyse, donc, c'est un work in progress, puisqu'à chaque fois qu'on pourrait conclure quelque chose, c'est pas ça. Et d'ailleurs, quand il arrive quelquefois qu'on ait des retours sur ce qu'on a pu écrire, on s'aperçoit avec bonheur que cela a un effet toujours extrêmement intéressant, ça nous fait avancer, que ce qui a été retenu ou lu n'est pas ce qu'on avait l'intention d'y mettre, nécessairement. Alors, quoi de mieux pour conclure que de convoquer Beckett? Bon, c'est un peu car la poubellication de Lacan, vous le savez, qui permet très tôt de conjoindre l'écrit et l'objet A, n'est pas sans une des façons, n'est pas sans écho avec fin de partie. Donc conclure en évoquant les foirades de Beckett, un mot de Beckett, en citant ce passage très connu, trop connu, vous le connaissez tous, mais tellement juste, qui évoque aussi l'écriture, puisque c'est à propos de cela que Beckett le dit. Essayez encore, ratez encore, ratez mieux encore, ou mieux, plus mal, ratez plus mal encore. Merci. Merci. Je vais vous passer la parole, Colette Solaire. Vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Alors, les titres que j'ai choisi de citer aujourd'hui parmi vos publications, ce que Lacan disait des femmes, l'inconscient réinventé, publié au CUF, et une clinique d'exception, votre dernière publication, issue de l'enseignement que vous proposez au Collège de clinique de Paris, et que vous pouvez trouver sur la table des éditions qui est à disposition. Alors, vous avez retenu comme titre aujourd'hui « L'écrire des psychanalystes ». Oui. Oui, j'ai finalement changé mon titre, « L'écrire des psychanalystes ». J'emploie ce terme, l'écrire, comme nous disons le parler, depuis que Lacan a substantifié le verbe, nous autorise à substantifier le verbe en français. J'interroge donc non ce qu'ils écrivent, ce que nous écrivons en tant que psychanalystes, mais le pousse à écrire. Pour ce qu'ils écrivent, les psychanalystes, pour ce qui tombe sous leur plume, nous avons diverses évaluations de Lacan qui paraissent toutes négatives. Parlant dans la direction de la cure de la littérature analytique, il évoque les écuries d'Augias. Vous voyez quel est l'objet convoqué. Et plus tard, la fameuse poubellication, c'est le même objet, et ainsi de suite. Bon, ces évaluations sont moins critiques que l'on ne croit en fait, mais ce n'est pas mon objet. Alors je postule d'abord que les psychanalystes, quand ils écrivent, ne sont pas pour autant des écrivains. Même quand ils ont un style remarquable, comme ce fut le cas de Freud, de Lacan, leur écrire diffère. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'on a publié beaucoup de livres que l'on a beaucoup écrit. Alors bien sûr, ils écrivent avec l'espoir d'être lus, et sans doute que c'est très général. Il n'y a pas de scribouilleur, écrivain ou pas, qui n'ait l'espoir d'être lu, et plus ou moins des gamberges sur son lecteur potentiel. Ma première différence que je marque, c'est que tous les écrivains disent qu'écrire est pour eux une nécessité vitale. Ça n'empêche pas qu'ils écrivent pour, qu'ils écrivent à, mais nécessité vitale, de quelque façon que ça se formule pour chacun.
ce qui laisse à penser que leur écriture a pour eux une fonction subjective. Et d'ailleurs, nous l'admettons dans la psychanalyse lacanienne, puisque nous avons une grande thèse de Lacan, étayée par l'exemple majeur que fut Joyce pour lui, d'un art d'écriture suppléant à la fonction père par l'art dire. C'est sous la plume de Joyce lui-même, qui se nomme l'artiste avant toute preuve. Alors pour les psychanalystes, c'est bien différent. D'abord, psychanalystes, on sait qu'ils ne le sont que dans leur acte, disons dans leur pratique, et que leur écriture n'y est pas nécessaire. Elle est de surcroît au fond, et au demeurant pas pour tous. Il faudrait nuancer certes, mais l'écriture, c'est sûr, n'est pas une condition de l'acte analytique. Ce qui est la condition majeure de l'acte analytique, c'est d'être passé par une expérience qui a trouvé son point de clôture. Alors, pour les psychanalystes, donc, c'est bien différent de l'écrivain pour qui il y a nécessité à écrire. Ils ne sont pas censés, les psychanalystes, se soigner par leur écriture, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on dit suppléance. On ne s'attend pas non plus à ce que prévale chez eux le jouir de l'écriture, que Joyce, encore lui, a porté si haut. Avec une écriture qui, comme je m'exprime, ne dit rien. L'écriture de Joyce, je veux dire qu'elle ne porte pas de message, mais pour laquelle, cependant, comme tous les écrivains, il a fait une offre à lire. Il l'a dit de toutes les façons, et ce fut l'occupation de toute une vie, se réalisant au final avec Finnegan's Wake. Il a donc réussi à écrire pour être lu en s'acceptant de la littérature. Extraordinaire performance. Aujourd'hui, les psychanalystes, ils écrivent d'abondance. Nous sommes d'ailleurs dans le 3e salon d'une maison d'édition, comme vous l'avez souligné, et elle prolifère aussi, c'est une véritable épidémie. Et bien sûr, les analystes ne sont pas censés écrire pour écrire. Leur écrire est téléologique, tout comme l'est le parler. Alors, le parler. Pour ce qui concerne les arcanes de la parole, l'enseignement de Lacan est une mine, trop oubliée d'ailleurs. On peut par exemple distinguer le s'adresser à du parler à. Voyez les premières pages de télévision. Il le déplie. Et en effet, quand on s'adresse à ceux qui sont là, on peut parler à d'autres qui n'y sont pas. Et il y a aussi le parler de et le parler pour obtenir quelque chose. Cas exemplaire de la parole transférentielle. Elle parle pour, dit Lacan. L'écrire des psychanalystes est pris dans cette structure-là, intersignifiante, et la question se pose de leur partenaire d'écriture, s'il n'est pas celui des écrivains comme je le pense. Pour les écrivains, quelle que soit leur adresse et la finalité de leur écrire, je crois que leur partenaire d'écriture est toujours la langue. J'ai peu écrit personnellement, mais cependant, j'ai une certaine petite expérience de moments que je peux qualifier d'écriture. C'est difficile d'en exprimer la teneur. Il semble que l'on y perçoive quelque chose qui vient d'ailleurs que de soi-même. C'est sans doute d'ailleurs ce qui a produit l'idée de l'inspiration, des trans poétiques, des muses, etc. Pour moi, j'ai cru toucher dans ces moments, d'un côté, que la myriade des cristaux de la langue me dominait, me possédait. Mais d'un autre côté aussi, en même temps, une infinitésimale ligne de fracture
entre cette prise, ce carcan, et ce qui, de mon côté, lui insufflait une soudaine animation qui n'était pas d'elle, pas de moi non plus, mais de ce qui en moi peut dire « je », à écrire avec une majuscule. Et que l'on ne me dise pas, objection lacanienne, que le sujet divisé est quelque deux. Oui, mais n'ayant qu'un corps, et bien que le miroir le dédouble ce corps, le sujet divisé, il est aussi un. Il est un je, au sens fort. Je, dans notre langue, au fond, c'est la traduction grammaticale de l'unarité, le shifter en chef, si je puis dire, de notre unarité, de l'unarité de ce que Lacan appelle le dire pur, d'où la majuscule. De même en anglais, remarquez, c'est intéressant de voir comment ça se dit « je » dans toutes les langues. En anglais, ça s'écrit toujours avec une majuscule, le « I ». Et alors, il arrive que ce shifter soit grammatical, soit élidé, mais l'unarité, pas l'unarité. Alors, quand cette unarité, c'est celle de l'écrivain, ce que j'appelle l'écrivain, qui vaut par un écrire qui lui est propre, indépendamment des objectifs, je crois que son challenge est avec la langue. Pour les psychanalystes, écrivant, je ne crois pas que ce soit le cas, bien qu'ils ont à servir de la langue. Et pas de doute, de même que les analysants sous transfert parlent pour obtenir, ils écrivent pour. Quoique à la cantonade, ce qui n'est pas le cas de l'analysant. Alors pourquoi ? Je laisse d'entrée de côté la réponse qui dirait pour se faire un nom d'escabeau. Ce n'est pas qu'elle soit fausse, mais elle est là dans toute entreprise. Elle ne distingue donc pas les psychanalystes, quoiqu'ils y soient peut-être plus poussés que d'autres. Interrogés, les psychanalystes disent le plus souvent pour transmettre la psychanalyse. Faut-il les croire ? Je ne sais pas. Je peux témoigner pour ma part que, pour autant que je sache, je ne pourrais pas dire que j'écris quand j'écris pour transmettre. Si quelque chose se transmet, c'est bien, mais ce qu'on transmet est aussi insondable que dans l'éducation. En tout cas, Lacan a incité les psychanalystes à écrire. Vous voyez la lettre aux Italiens. C'est catégorique. Il s'agirait alors de transmettre au fond ce que je peux bien appeler la valeur de la psychanalyse, la valeur de cette expérience, ce qu'elle nous apprend et qui, expérimentée par quelques-uns, vaut pour tous les parlants potentiels. Le transmettre pour qu'elle continue à faire prime sur le marché, disait Lacan, le marché des savoirs et des discours. C'est ce qu'a fait Freud, c'est ce qu'ont fait tous les psychanalystes dont les noms restent, ce pourquoi Lacan les encourage à continuer. Et de fait, c'est quand même évident, l'écriture est le moyen de transmission majeur dans toutes les cultures, même s'il y a aussi la parole, et je laisse de côté le rapport à la parole. Mais est-ce que l'écriture est toujours aujourd'hui ce moyen de transmission ? La question est posée. Je vous laisse juger, mais quant à moi, j'ai des doutes. Mes doutes sont fondés sur le fait que ce qui a fait et qui fait encore baisser la cote de la psychanalyse ne dépend d'elle que très partiellement. La vraie cause, c'est la montée galopante de la science, spécialement maintenant la biologie, qui invite à penser que l'homme, c'est son organisme. Idéologie de la suppression du sujet, dit Lacan à juste titre.
D'ailleurs, Lacan, tout en encourageant les analystes à écrire, comme vous savez, a aussi référé à Bourbaki, la mathématique. Il a voulu Silicette, une revue aux contributions non signées, pour éradiquer, sans doute, l'écrire singulier au profit de ce qui fait que la psychanalyse est une. Autrement dit, pour que leur écrire, et bien que ce soit toujours le je singulier qui écrit, conserve quelque chose d'un universalisable autre que celui de la science. Alors, aujourd'hui, ça transmet de moins en moins. Et pourtant, les psychanalystes écrivent de plus en plus. Ça me frappe. Alors, n'y aurait-il pas d'autres raisons plus internes au chant qui les poussent à écrire? Et même beaucoup de psychanalystes, j'ai observé cela, recourent à l'écriture sur le tard. Sur le tard. Voyez Françoise Dolto, qui fut parole inspirée. À la fin, elle s'est quand même laissée attraper et elle a voulu laisser quelque chose d'écrit. Il y a d'autres exemples, je ne vais pas les recenser. Alors je m'interroge sur le ressort de cette séduction tardive exercée par l'écriture sur les psychanalystes. Est-ce pour faire le point, le bilan, quand on voit que la fin n'est pas loin, peut-être? On pense évidemment au souhait de s'installer pour un temps dans la mémoire du milieu, figurer dans les bibliographies pour ne pas disparaître tout à fait. Bon, d'accord. Ce serait compréhensible, parfaitement compréhensible, et même une façon de se dédommager d'un acte analytique que j'ai pu qualifier de sans rétribution. C'est le fameux thème de l'analyste rebut. Mais je pense qu'il y a une autre raison, plus latente, plus générale, et qui engage un effet de temps. On sait que le temps pour comprendre est incompressible dans la psychanalyse. Il y a d'abord le temps de la cure, qui, on le sait, dure longtemps, et toutes les tentatives pour la raccourcir, de Ferenczi au vœu d'Elisabeth Roudinesco, qui voudrait une formation en 3 ans. Toutes ces tentatives méconnaissent la structure de l'expérience et le fait que le rapport au temps de chacun est singulier. C'est que pour les analystes en formation, comme on dit, eh bien, avant qu'ils ne s'autorisent à écrire, il faut le temps pour assimiler les écrits des grands ancêtres, nos sujets supposés savoir du temps d'avant, Freud, Lacan et quelques autres. Et on voit très bien chez Lacan ce temps lui-même. Son fameux retour à Freud était certes une polémique avec ses contemporains, mais c'était aussi pour lui le temps de faire ses classes. C'est très perceptible dans le séminaire Les formations de l'inconscient. Ça n'a rien à voir à ce moment-là avec une subversion et ni même avec un commencement de question. C'est une tentative parfaitement pro-freudienne pour digérer, j'emploie ce terme, pour digérer les apports de Freud et les insérer dans ce qu'il a lui-même inauguré, avec fonction et champ de la parole et du langage. Et il l'a d'ailleurs dit, tu t'y es mis un peu tard. Lui-même. J'avais été frappée aussi par le fait qu'il a posé la question, pourquoi n'a-t-on jamais vu d'invention de jeunes en psychanalyste? Jeunes, sous-entendu des jeunes analysés, il ne peut pas s'agir d'autre chose. Il ciblait par là, je crois, l'effet de temps dont je parle. Cet effet de temps, on le constate, il est de fait, il ne dépend pas donc des personnes, mais il tient à la discipline même. Et il s'agit de rien d'autre, selon moi, du temps
qui règle le rapport des analystes eux-mêmes au sujet supposé savoir. Au transfert, donc, dont ils sont supposés s'être dépris dans leur analyse. Alors, nous sommes toujours prêts apparemment à reconnaître que dans une analyse, le transfert est facteur d'illusion. Les illusions de l'amour, disons-nous. Ouais. Prêts également à souligner ces méfaits massifiants et anti-analytiques dans les groupes d'analystes. Mais aperçoit-on suffisamment que l'amour du savoir supposé, dernière définition du transfert chez Lacan, est aussi un facteur, je vais dire, d'obnubilation mentale. On n'invente pas sous transfert, on sacralise. Au mieux, on assimile, on s'instruit. Et avec en perspective le risque toujours présent de glisser ensuite dans les inerties du psittacisme. Et quand Lacan dit « j'ai échoué à dénouer la pensée analytique en 1967 », 20 ans après Fonction et Champ, donc, c'est un verdict sur ses élèves du moment. On pourrait lui répliquer, bien sûr que tu as échoué, puisque tu as réussi à t'imposer comme sujet supposé savoir majuscule. Alors ma thèse, c'est que l'écrire des psychanalystes, au-delà des variantes personnelles multiples, suppose nécessairement au moins un relâchement partiel des prises transférentielles à l'égard des écrits des ancêtres. Du coup, je ne suis pas loin de penser que quand ils s'autorisent à écrire, les psychanalystes, leur challenge n'est pas avec la langue spécifiquement, mais entre savoir acquis et savoir à inventer, c'est de faire savoir, au double sens de l'expression fabriquer et diffuser. On n'est pas loin. Oula. On n'est pas loin, au fond, de ce que tu évoquais tout à l'heure, écrire pour trouver, comme le disait Lacan. Évidemment, il y faut un désir. Et un désir en plus de celui qui opère dans la cure. Alors je crois que, je vais terminer, il y a 2 faits cliniques, outre le sur le tard dont j'ai parlé, qui vont dans le sens que j'évoque. Il y a d'abord l'inhibition à écrire, si fréquente chez les analystes et dont on entend tellement parler quand quelque chose fait barrage au désir en question. Et puis à l'inverse, il y a le fait que la certitude propre à la psychose se montre plus favorable à l'écrire. Et c'est notoire, les graphomanes dans la psychanalyse sont rarement des névrosés. Avec cette boussole, je termine vraiment, on pourrait aussi s'interroger sur les vertus, peut-être aussi les vices, du fameux transfert de travail. Voilà.